Bonsoir, merci de m'avoir invité pour ce dernier Café Histoire, pour parler des murs. Alors je vais commencer par peut-être 10 minutes d'exposer en adoptant une perspective historique, puisqu'on est dans un Café Histoire, n'est-ce pas? Et puis on pourra engager le débat, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis si vous avez des questions plus particulières sur certains cas de murs dans le monde, bien entendu, je pourrais y réfléchir, parce que mon exposé sera plutôt assez général. Juste, je voulais vous dire que donc c'est un livre, comme il a été dit, qui a été d'abord publié en 2007, donc ça fait maintenant à peu près 10 ans que je parcours le monde des murs, parce qu'un mur, c'est jamais... c'est quelque chose de figé, mais en fait, c'est quelque chose qui évolue aussi sur le terrain, parce que, notamment, les hommes les contournent toujours. Donc, il faut toujours ajouter de nouveaux dispositifs pour essayer de combler les trous dans les murs. Ça a été aussi une série d'expositions dans le monde entier, notamment en partenariat avec le réseau des instituts français, des alliances françaises. On a réédité le livre en 2015, on a ajouté le chapitre sur Inde-Bangladesh, qui est aujourd'hui l'un des plus grands murs au monde, ou barrières électrifiées. La frontière entre l'Inde et Bangladesh, c'est la 5e plus longue frontière au monde. Je pourrais répondre à vos questions sur ce cas particulier. Et dernier aspect, le livre sort en japonais à la fin du mois. Voilà, donc vous voyez que c'est un sujet, il est sorti aussi en 2011 en espagnol, donc c'est un sujet qui intéresse le monde entier, puisque en réalité tous les continents sont touchés par ce phénomène. Alors je vais commencer par parler de 2 dates historiques. La première, c'est le 9 novembre 1989. C'est bien entendu la chute du mur de Berlin, l'Allemagne se réunifie, l'Union soviétique s'effondre, et on a un nouveau monde qui émerge, dominé par une seule puissance, et où progressivement il y a une extraordinaire circulation des flux de marchandises, des communications et des personnes. Et c'est vrai qu'à l'époque, le monde, croyait-on, ouvert pour de bon. C'est tout le discours sur le nouvel ordre mondial, l'ouverture des frontières, la libre circulation des biens et des personnes. La deuxième date que je voulais mettre en exergue, c'est le 9 novembre 2009. 20 ans après la chute du mur de Berlin, et là on redécouvre les murs de séparation. Et depuis, ils ne nous ont plus quittés. Le phénomène s'est même amplifié à partir du 11 septembre. Et aujourd'hui, bien entendu, il y a plus de murs de séparation qu'il y a 25 ans. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, quel est ce monde qui se globalise et se fracture en même temps, qui se replie sur ses frontières. N'est-ce pas là un paradoxe de notre monde? Et donc je voudrais, pour répondre à ces questions, je voudrais adopter donc une perspective historique et voir si les murs sont un phénomène réellement nouveau, et qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui d'hier, et qu'est-ce qu'ils nous disent sur la réalité du monde d'aujourd'hui. Alors effectivement, les murs constituent une histoire ancienne. On dit que dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand aurait fait construire
un mur pour éloigner les barbares entre les montagnes du Caucase et les berges de la mer Caspienne. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est l'empereur Qin Shi Huangdi, fondateur de la dynastie Qin, qui entame la construction de la Grande Muraille de Chine, qui est sans doute aujourd'hui le plus connu de tous les murs, même s'il n'a aucune fonction, bien évidemment, aujourd'hui. Et donc, il construit ce mur pour se protéger des multiples incursions des tribus nomades des steppes. C'est sous la dynastie des Ming, en 1368-1644, que la Grande Muraille atteint sa forme la plus aboutie, avec 3600 km de murailles linéaires, auxquelles il faut ajouter de multiples ramifications. En Europe, c'est l'empereur romain Hadrien qui fait ériger un mur à partir de 122 après Jésus-Christ, un mur de 117 km de long qui se situe, vous le savez sans doute, sur ce qu'on pourrait appeler la frontière actuelle entre l'Angleterre et l'Écosse. Le mur est gardé par 9000 soldats pour assurer la sécurité de toute la province de Bretagne contre les attaques des tribus non soumises venues d'Écosse. On peut aussi évoquer le mur d'Antonin, vers 140 après Jésus-Christ, qui double le mur d'Hadrien. Donc tout ça, il y a aussi les murs de Trajan, le long du Danube. Tout ça, ça fait partie un peu du limes construit par l'Empire romain pour contenir les barbares venus du nord, de l'est et du sud. Dans les faits, ces murs romains ont vite été abandonnés dès que le centre de l'Empire a commencé à s'effondrer. Tout le Moyen-Âge a été fait de châteaux, de murs et de forteresses, qui servaient autant à intimider les populations des villes qu'à remplir leur fonction officielle de protection. Alors je saute plusieurs siècles, le XVIIe siècle avec Vauban, là encore, il installe ou il fait construire une ceinture de citadelles pour protéger le royaume de France. Après la capitulation de 1871, le général Serré des Rivières va à son tour construire une barrière de fort destinée à arrêter une éventuelle invasion allemande. On passe après la Première Guerre mondiale, avec, bien entendu, à partir de 1930, la construction ou le développement d'un programme de fortification appelé ligne Maginot d'un côté et ligne Siegfried de l'autre. Il faut noter aussi qu'en 1930, c'est la construction de la première barrière frontalière entre la Libye et l'Égypte. Le siècle d'avant avait inventé le barbelé, ce qui a beaucoup servi pour ces différentes barrières. Bien entendu, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a le mur de l'Atlantique qui est constitué d'une série de places fortifiées, de bunkers, tentant ou voulant empêcher un débarquement anglo-américain. En Algérie, les militaires français ont édifié les lignes Pédron et Maurice en 1956 et 1957 pour tenter de boucler hermétiquement les frontières de l'Algérie et empêcher l'approvisionnement en armes et en hommes de la rébellion algérienne. Et puis on arrive à la construction du mur de Berlin qui, si on regarde les cartes d'alors, reprend dans son dispositif tous les dispositifs actuels qui sont déployés le long des murs, c'est-à-dire une clôture de barbelés, parfois électrifiée. Alors, elle n'était pas électronique
pour ce qui concerne le mur de Berlin, le chemin de ronde qui est fait soit en dur, soit en sable pour repérer les pas des gens qui tenteraient de franchir la première barrière, un champ de mines, des tours de surveillance, et puis le mur de béton. Donc je trouve que cette image est intéressante pour aujourd'hui voir quels sont les différents dispositifs sur le terrain. Alors, donc on voit bien que la tentation des murs, elle ne date pas d'aujourd'hui, bien entendu, mais jusqu'au milieu du XXe siècle, pardon, ces murs avaient quand même une fonction défensive, au sens militaire du terme. Il s'agissait de repousser les barbares au-delà des frontières, de se défendre contre des armées ennemies. Et donc, c'est ça qui caractérisait ces murs-là. Cette logique défensive est toujours à l'œuvre dans ces murs dans d'autres murs, je vais vous les énumérer, qui ont été construits pendant la guerre froide et qui avaient été construits après souvent des guerres civiles, suite à des guerres civiles, pour définir des limites territoriales, des zones d'influence et pour pérenniser un fait accompli. Ces murs-là sont souvent sur des frontières contestées, sur des lignes de cessez-le-feu, et ils tentent bien entendu à geler la situation afin de remettre à plus tard la recherche d'une solution ou pour attendre les conditions, des conditions qui seraient plus favorables à la négociation d'un accord de paix. Alors cette situation caractérise la situation sur la péninsule coréenne, où il y a un mur complètement hermétique, encore aujourd'hui, qui a été construit sur le 38e parallèle, parce que la Corée est toujours dans un état de guerre permanent. Il n'y a qu'un armistice, et ce mur, qui est sous forme de... donc vous voyez peut-être défiler les images. Ce mur est un grillage de barbelés avec des champs de mines, avec un no man's land de 4 km. Il est gardé au nord par 700 soldats nord-coréens et au sud par 700 000. Hein. 700 000 et au sud 400 000 soldats sud-coréens. C'est aussi la situation de l'île de Chypre, hein, qui est divisée depuis 1964 en deux, où il y a une zone tampon avec des murs qui sont sous la forme de barriques en fait, et qui est occupée au nord par l'armée turque depuis 1974. C'est la situation du Cachemire, qui est une zone de tension permanente entre l'Inde et le Pakistan depuis 1947, le long de la ligne de contrôle. Et là, c'est 450 000 soldats qui sont déployés à travers le Cachemire indien, et puis 30 000 soldats pakistanais déployés dans ce qu'on appelle l'Azad Cachemire, qui est la partie pakistanaise du... Encore un autre mur, c'est celui qui a été construit à partir de 1975-1980 entre le Maroc et le Front Polisario, hein, ce qu'on appelle le Berm, qui fait 2000 km de long et qui est un remblai de sable et le long duquel il existe le plus grand champ de mines au monde. Et il est gardé par 100 000 soldats marocains. Et enfin, le mur de séparation construit par Israël à partir de 2003, on peut considérer que c'est aussi, mais ça on pourra en reparler pendant le débat, un mur qui a été construit à partir
d'une ligne de cessez-le-feu, la ligne de 1949. Mais en réalité, sur le terrain, aujourd'hui, il n'y a que 20% du mur qui passe sur cette ligne de cessez-le-feu. Alors ça, c'était les murs du XXe siècle, en quelque sorte. Et puis, le XXIe siècle invente un autre type de mur, un nouveau type de mur. Ce sont des frontières qui s'emmurent, des frontières qui se solidifient, qui se fortifient pour faire face à de nouvelles peurs telles que l'immigration, le terrorisme, la pauvreté, la violence urbaine, la criminalité organisée. L'objectif, c'est de contrer des menaces asymétriques, transfrontalières, déterritorialisées. On trouve dans cette catégorie de murs, encore le mur antiterrorisme construit par Israël en Palestine, c'est le nom officiel du mur par les Israéliens. Il y a le mur aussi que vous connaissez tous sans doute, anti-émigration, construit entre les États-Unis et le Mexique, mur qui a été construit à partir de 1994 en réalité. Hein, c'est pas, il y a déjà un mur, c'est pas Monsieur Trump qui va le construire, parce qu'il est déjà construit. Et en fait, c'est un mur qui a été construit à partir de la signature de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et la volonté était de juguler les effets ou les conséquences de cet accord de libre-échange. Donc il a été construit à partir de 1994, principalement dans les grandes villes frontalières, et il a été amplifié, il a été renforcé par à la fois George Bush et par Barack Obama. Autre cas de mur, ce sont les barrières autour des enclaves espagnoles au nord du Maroc, hein, qui sont complètement clôturées et qui ont été érigées à partir du milieu des années 90 et qui ont été drastiquement renforcées à partir de 2005, quand il a commencé à avoir ces vagues de migrants subsahariens qui passaient ces barrières. La clôture électrifiée entre l'Inde et le Bangladesh, qui a été construite à partir de 2003-2005 par l'Inde, hein, pour juguler aussi les effets de l'immigration venant du Bangladesh. On peut ajouter à ces cas de murs la construction sur la frontière entre l'Arabie saoudite et l'Irak d'une barrière électronique. Hein, c'est EADS Allemagne qui a remporté le marché, 5 milliards de dollars. La frontière le mur sur la frontière entre Israël et l'Égypte. Aujourd'hui, Israël est complètement emmuré, hein, puisqu'il y a une barrière électronique entre Gaza et Israël, une autre avec l'Égypte. Au nord, il y a une barrière de sécurité avec le Liban et en cours de construction avec la Jordanie. Et puis, il y a aussi, et nous sommes directement concernés par ça, encore plus directement, je dirais, ce sont les frontières, les barrières qui sont aujourd'hui érigées sur les limites de l'espace Schengen. Alors là, la Grèce avait construit dès 2011-2012 un mur ou une barrière sur la portion de frontière terrestre qu'elle a avec la Turquie, c'est 12 km. Et en pleine crise grecque, elle a quand même dépensé, je crois que c'était 300 000 euros, 300 millions d'euros, et sans aide de l'Union européenne, puisque à l'époque, l'Union européenne considérait que
les murs ne servent à rien, donc elle ne voyait pas pourquoi elle aiderait la Grèce là-dedans. La Bulgarie a fait de même, et elle est en train de prolonger le mur progressivement. La Hongrie, bien entendu, la Pologne, sur ses frontières avec la Russie, le Bélarus et l'Ukraine. Donc progressivement, vous avez un mur de Schengen. Quand j'ai commencé mes exposés sur ce thème, on me parlait souvent du mur de Schengen, mais qui était en fait un mur de visa, puisque pour rentrer dans l'espace Schengen, il faut en général un visa. Mais aujourd'hui, c'est un mur qui devient totalement concret et qui devrait nous interroger un peu sur notre gestion des limites de l'Europe. Ces murs-là, donc ces murs du XXIe siècle, à mon avis, reflètent le tout sécuritaire qui prévaut dans le monde depuis les attentats du 11 septembre. Ça pose bien entendu la question de la gestion des menaces, de la gestion de nos peurs, et puis il faut aussi poser la question du coût de cette politique sécuritaire. Ces murs, ils coûtent très cher. Les États-Unis ont dépensé plus de 50 milliards de dollars pour renforcer leurs frontières. Le mur en Israël, c'est 2,5 millions le kilomètre. Les murs, je vous parlais de la barrière en Arabie Saoudite, c'est 5 milliards. Les murs de l'espace Schengen coûtent également très cher. Et je reviens d'une conférence à Zagreb avec des spécialistes des frontières, et cette question aussi s'est posée, et il y avait un géographe qui disait, mais faites attention, tous ces sous que vous dépensez aujourd'hui, c'est autant de sous qui ne seront pas disponibles pour améliorer l'éducation, la santé, pour améliorer l'état de nos maisons de retraite, etc. etc. Et donc, en tant que citoyens, ça doit nous faire réfléchir sur là où vont nos impôts, puisque tout ça est payé avec nos impôts, je rappelle, incidemment. Donc, on investit aujourd'hui plus dans les conséquences que dans les causes de nos problèmes. Et où est-ce que ça finit ? On sait que le tout sécuritaire est un puits sans fond. On voit aujourd'hui en Israël qui ne veut plus voir le mur, qui ne veut plus voir les Palestiniens, qui est dans une politique du tout sécuritaire, mais où est la paix ? Donc je crois que c'est une question qui doit nous interpeller en tant que citoyens, et voilà, j'en arrêterai là et puis j'attends vos questions. Merci.